Voilà. Et bien, c'est parti. Bonjour à toutes et à tous. Merci de votre présence pour cette table ronde, cette deuxième table ronde de l'événement Fairtech organisé par BFC Numérique et Neos SDI. BFC Numérique est le cluster numérique de la région Bourgogne-Franche-Comté qui fédère, anime et fait grandir l'écosystème numérique de Bourgogne-Franche-Comté. Et notre partenaire Neos SDI est une société de services spécialisée dans les technologies Microsoft et son écosystème et qui met à notre disposition aujourd'hui la solution Teams Microsoft dont on a déjà fait l'essai, donc normalement nous ne devrions pas avoir de soucis techniques. Donc l'événement Fairtech, c'est un événement qui fédère la filière et qui valorise la filière numérique en faisant découvrir les métiers et les opportunités professionnelles qu'elle peut offrir. Et donc pour cette deuxième édition, nous avons choisi d'aborder la thématique de la diversité pour montrer justement les opportunités pour les entreprises pour pallier à leurs difficultés de recrutement, mais également leur permettre de constituer des équipes plus variées. Nous tenons à remercier donc l'ensemble de nos partenaires grâce à qui nous pouvons organiser ces 3 conférences, puisqu'il y aura une dernière conférence vendredi prochain, à savoir donc la région Bourgogne-Franche-Comté, l'État, la communauté French Tech Bourgogne-Franche-Comté, l'école de commerce BSB, Nice et Forcité, l'APEC, Microsoft, Alteca, Atoll, Syntec Numérique, CAPEC, IT Pro, Smart DSI, le Diage CUCDB et Madines. Aujourd'hui, donc, nous allons aborder la thématique de la RSE, la responsabilité sociétale des entreprises. Et pour cela, je vais donner la parole à Aurélia, qui donc animera cette table ronde et va vous présenter les différents intervenants. Aurélia, c'est à toi. Merci Delphine et le BFC Numérique de nous permettre de parler d'un sujet qui me tient particulièrement à cœur, la RSE. La crise du Covid nous a démontré que l'entreprise ne pouvait pas simplement être un lieu de création de bénéfices. Qu'elle le veuille ou pas, elle est également source de liens sociaux et de développement territorial. La crise a joué ici un rôle de révélateur de la fragilité et des forces de nos entreprises, mais surtout de leur interdépendance. Elle est catalyseur, accélérateur des transformations nécessaires de nos entreprises. Au-delà de leur raison d'être, les entreprises sont en effet liées à des réalités territoriales et développent des activités économiques touchant le quotidien des consommateurs, des usagers, des candidats et des salariés. Or, on ne peut pas aujourd'hui différencier 2 entreprises travaillant dans le même secteur. Le marqueur de différenciation s'est déplacé. Il n'est plus sur ce que l'on vend, mais sur ce que l'on est et sur ce que l'on veut transmettre. La RSE est ainsi révélatrice de ce changement de paradigme, car elle a justement pour objet d'étudier le capital immatériel, la valorisation extra-financière de l'entreprise que nous avons en général tant de mal à matérialiser. Cela nous amène à la nécessaire structuration d'une démarche RSE comme mode de transformation d'une organisation dans une perspective de progrès social et de progrès économique. Je tenais à remercier dès maintenant nos intervenants d'aujourd'hui. Issus de parcours différents, ils n'ont pas les mêmes rapports à la RSE, ce qui nous en montre la richesse. Mes premières questions seront pour Gilles Bonmaury, secrétaire permanent de la plateforme RSE rattachée à France Stratégie. Ces derniers mois ont été riches en rapports sur la capacité des entreprises entrées dans une démarche de RSE à mieux résister à la crise. Pouvez-vous nous éclairer sur le sujet? Et d'ailleurs, doit-on dire responsabilité sociétale des entreprises ou responsabilité sociale des entreprises? Bonjour, je prends le relais. Bonjour à tous. Merci beaucoup de votre invitation. Je suis ravi de pouvoir participer à cet exercice et de tenter de répondre à ces questions qui, les réponses sont sans doute compliquées à construire de manière très alignée, puisque la RSE a ceci de riche qu'elle concerne énormément d'acteurs qui en donnent une définition souvent différente selon les acteurs, selon les parties prenantes concernées. Et c'est d'ailleurs pour cette raison que les nombreuses parties prenantes françaises de la RSE ont choisi, puisque c'est leur volonté, c'est leur demande, de trouver un espace commun dans la plateforme RSE. Alors, RSE,
Pour responsabilité sociétale, si on se base sur nos textes fondateurs, mais il s'agit évidemment de poser la question des parties prenantes de l'entreprise. On peut dire responsabilité sociale ou environnementale, ou responsabilité sociale, puisque sociale dans le sens anglais renvoie au même mot que sociétal, qui est d'ailleurs un mot intraduisible. L'enjeu, c'est de se poser la question de la responsabilité de l'entreprise vis-à-vis des impacts de son activité sur son environnement, sur ses parties prenantes. C'est en tout cas la définition que s'est donnée l'Union européenne en 2011 et que les acteurs de la plateforme RSE ont choisi d'adopter et de faire leur. Sachant que les acteurs de la plateforme RSE, je ne vais pas trop m'étendre dessus, mais ils sont nombreux, ils sont 50 organisations représentant, vous les avez à l'écran, représentant 5 collèges, 5 pôles, pour prendre le vocabulaire de la plateforme, où on retrouve les acteurs connus des représentants des entreprises, le MEDEF, la CPME, l'UDP, mais aussi les réseaux d'acteurs, de spécialistes, comme l'Observatoire de la RSE ou le club du directeur de RSE, qui est la C3D. Mais on retrouve aussi les représentants des salariés, les syndicats. On retrouve aussi les acteurs de la société civile. Alors, dans ce mot-là, on met principalement les ONG qui représentent des causes engagées pour représenter l'environnement, pour représenter les droits de l'homme, pour représenter les consommateurs. On y retrouve aussi le monde académique et on y retrouve l'acteur public avec un grand A, c'est-à-dire à la fois les parlementaires, les élus locaux et les institutions, par exemple, protectrices des droits de l'homme, et également les chambres consulaires. Donc l'ensemble de ces acteurs s'intéresse à l'entreprise et l'ensemble de ces acteurs a une définition de la RSE qui lui est d'une certaine manière spécifique. Et le rôle que s'est donné la plateforme, qui est donc placée auprès du Premier ministre à un niveau interministériel, donc hébergée à France Stratégie, qui est un commissariat général placé auprès du Premier ministre et dont le métier est précisément d'organiser ces concertations. Le rôle de la plateforme, c'est de trouver des définitions communes, un constat commun et également des recommandations de politiques publiques, mais aussi de politiques privées menées par les entreprises pour faire avancer un modèle français de RSE, pour essayer de trouver un vocabulaire qui met tout le monde d'accord. Sachant que elle existe depuis 7 ans maintenant, cette plateforme, elle a construit progressivement sa doctrine en essayant de trouver sur chaque sujet ce qui met tout le monde d'accord en termes de constat, où en est l'entreprise, où en sont les pratiques des entreprises en termes de responsabilité, et approcher thème par thème, puisque nous avons produit un peu plus d'une vingtaine d'avis maintenant, essayer d'établir l'espace du débat sur lequel tout le monde est d'accord pour établir quelles sont les bonnes pratiques et les bonnes manières d'encourager ces bonnes pratiques. Alors, je vais faire vite, puisque l'objectif n'est pas du tout de résumer l'ensemble de ces travaux, mais on a pu travailler, chacun de nos travaux amène les membres dont je vous ai parlé à débattre, à se réunir une douzaine de fois, on va dire en moyenne, pour aboutir à un avis qui est toujours publié. Vous les retrouvez tous sur le site de France Stratégie et qui essaye d'explorer les opportunités de la RSE avec les angles que la plateforme se donne ou que les ministres nous demandent, puisque nous avons des saisines qui sont d'origine gouvernementale. Et là, en l'occurrence, la plateforme a travaillé à la fois sur les outils, les approches transversales de la RSE. Elle a proposé une stratégie nationale sur la RSE en général, sur la prise en compte des droits de l'homme dans l'entreprise, des stratégies aussi un peu, des textes un peu conceptuels mais riches dans la période, puisque la période bouge beaucoup. Enfin, il y a des évolutions assez rapides dans ce domaine, et notamment l'articulation avec les objectifs de développement durable, par exemple, qui ont donné lieu à un avis à la demande de Brune Poisson. Mais on a aussi beaucoup travaillé sur les thèmes. On a coutume de dire que la RSE, alors il y a plusieurs façons de la définir le périmètre, mais il y a un pilier environnemental, un pilier social, un pilier gouvernance, et sur chacun de ces piliers, il y a des thèmes qu'on retrouve, on va le retrouver dans le reporting ou dans les labels RSE, toujours les principaux piliers de la RSE, et sur chacun de ces piliers, la plateforme a essayé d'aller le plus loin qu'elle pouvait pour repérer les bonnes pratiques et pour formuler des recommandations. Donc elle a travaillé sur le sujet environnemental, mais aussi sur les différents sujets sociaux. Donc par là, on pense partie prenante salariée de l'entreprise, et sur les sujets de gouvernance.
notamment sur les labels, je suis trop long peut-être déjà, notamment sur les labels, puisque la plateforme a lancé une expérimentation de label RSE sectoriel qui intéresse toutes les filières et qui permettent aux fédérations d'animer le sujet de la RSE parmi leurs membres. Alors, dans la crise, puisque c'était une des portes d'entrée dans le sujet aujourd'hui, dans la crise du Covid-19, les membres ont voulu prendre la parole, ils n'ont pas été les seuls, il y a eu énormément de tribunes, de prises de parole collectives. Bon, la différence le sujet sur lequel on est à la plateforme, c'est qu'on a autour de la table aussi bien le MEDEF que la CGT, aussi bien la Fondation Nicolas Hulot que France Chimie, donc des acteurs qui ne sont pas forcément les mêmes objectifs, donc il s'agit toujours de trouver un accord. Et les plateformes, donc c'est l'avis qu'on a intitulé RSE de la plateforme aux actes, tous les acteurs sont engagés par ce qui est décidé par la plateforme, puisque tous les acteurs ont le droit de faire veto, c'est le principe du consensus, sont parvenus à se mettre d'accord dans un avis qui a été donc rendu en mai 2020. Bon, à la fois pour dire que la crise est importante, mais ça, je pense qu'effectivement, tout le monde était d'accord pour le dire. Aussi pour souligner que les entreprises ont été une des parties de la réponse à la crise, puisqu'on a des entreprises qui ont changé leur chaîne de production pour répondre aux besoins les plus urgents. On a des entreprises qui ont choisi de changer la répartition de la valeur dans l'entreprise en limitant les dividendes ou en réduisant la rémunération des dirigeants, qui sont des questions de RSE évidentes et bien identifiées. On a aussi des entreprises, les engagements responsables des entreprises peuvent être regardés comme un moyen d'être plus fort face à la crise. Alors c'est un sujet extrêmement sur lequel on sait qu'il y a une attente énorme de pouvoir dire qu'une entreprise engagée, donc faisant la démonstration de sa responsabilité, la rend à la fois plus forte face au choc exogène, face aux crises, et plus généralement plus compétitive. On a des travaux qui montrent que les entreprises qui vont bien sont celles qui font plus de RSE, ou inversement, que les entreprises qui font beaucoup de RSE sont les entreprises qui vont bien. Après, le lien de causalité, il est extrêmement difficile à démontrer, puisque en stratégie notamment, on est très attentif à la rigueur de nos évaluations. On est prudent quand on veut résumer ces travaux en une phrase, mais ce qu'on observe, c'est que les entreprises qui sont engagées en matière de RSE sont celles qui ont des liens les plus solides avec leur environnement, donc les chaînes amont et aval de leur chaîne d'approvisionnement, leurs salariés, leur environnement proche, les acteurs publics du territoire et les consommateurs. Et ces entreprises qui sont liées de manière plus forte, plus solide avec leur environnement, sont évidemment des entreprises plus résilientes dans une période de crise. Donc de ce point de vue-là, on est convaincu qu'il y a un lien entre l'engagement responsable et la manière de traverser la crise. Mais en plus de ça, la plateforme souligne que c'est aussi le bon moment pour mettre de la RSE dans les stratégies des entreprises, puisque une des dynamiques qu'on veut, c'est de voir la RSE monter dans l'entreprise, dans la chaîne de décision dans l'entreprise, ne pas en faire un sujet annexe ou une petite quelque chose d'un peu joli en matière de communication, mais d'être vraiment quelque chose qui est placé au cœur des stratégies d'entreprise et des décisions dans l'entreprise. Et c'est le bon moment puisque les entreprises sont amenées à réaliser leur stratégie dans la situation dans laquelle notre tissu économique, et plus généralement l'économie est à cause de cette crise. Je vais peut-être très vite pour terminer sur un sujet qui est particulièrement lié au rendez-vous d'aujourd'hui, c'est que donc la plateforme a choisi de se saisir des sujets qui lui apparaissent intéressants dans le domaine de la RSE. Et la RSE a une définition qui a été établie progressivement, notamment avec une norme internationale définie en 2010 qui s'appelle la norme ISO 26000. Et il y a un sujet qui est peut-être un petit peu sous-estimé dans les documents historiques de la RSE parce que c'est un sujet un peu nouveau dans la gestion des entreprises, enfin un peu, parce que c'est quand même un moment, c'est le sujet du numérique et des données. Et donc, la plateforme, les acteurs de la plateforme se sont posé la question du lien, de la manière de rapprocher les questions qui tournent autour de l'usage du numérique et des données et les questions qui tournent autour de la RSE. Et en creusant ce sujet depuis un peu plus de 6 mois, un groupe de travail de la plateforme travaille. On va rendre un premier avis en juillet. Je suis forcément un peu elliptique dans ce que je vais dire. Mais on s'est rendu compte que cette responsabilité numérique des entreprises, qui est un mot qui commence à monter dans les débats et dans les pratiques, dans les pratiques, c'est compliqué en fait, de réunir le monde du numérique et le monde de la RSE. Donc il y a des vrais enjeux pour que
ces métiers se rencontrent. La responsabilité numérique des entreprises, elle se décline, elle se bifurque de manière... il y a différents sujets dedans. Il y a le sujet réglementaire, évidemment, le RGPD, évidemment, puisque la RSE, du point de vue de la plateforme, en tout cas, ne commence qu'à partir du moment où on respecte la loi, donc on respecte le règlement. Donc, on est responsable qu'à partir du moment où on est évidemment conforme aux obligations. Il y a aussi une responsabilité éthique liée à notamment les algorithmes, la manière dont on utilise l'intelligence artificielle, et une responsabilité sociétale à la fois vis-à-vis des consommateurs, puisqu'il y a les enjeux de la fracture numérique, de l'électronisme, etc., et du travail, puisqu'on sait combien l'économie des données et plus généralement l'usage du numérique au travail change à la fois les modes de travail et la qualité de vie au travail. Et puis la responsabilité environnementale, France Stratégie a d'ailleurs publié quelque chose il y a quelques jours sur le sujet de l'impact environnemental du numérique. Et on sait tous que c'est pas aussi simple de dire que quand on passe en numérique, on est écolo, loin de là. Donc sur l'ensemble de ces sujets-là, les acteurs représentés à la plateforme vont essayer de se mettre d'accord, de faire un diagnostic partagé, de formuler des propositions pour qu'on retrouve la manière dont on utilise les données, l'analyse de l'usage de ces données dans les outils de la RSE, dans tous les rapports RSE, de reporting, que ce soit valorisé éventuellement dans des labels ou des initiatives de mise en évidence des vertus des entreprises qui font particulièrement mieux que les autres, parce que on estime qu'il y a à avoir un impact négatif ou positif de l'usage des données par les entreprises et que cet impact-là relève de la responsabilité sociétale de l'entreprise. Je ne sais pas exactement où j'en suis en termes de timing, mais j'ai un peu terminé mon propos introductif au débat. Je répondrai volontiers aux questions que ça soulève. Merci. Merci beaucoup. Patricia Delia, vous êtes chargée de mission RSE au Conseil régional de Bourgogne. C'est l'une des premières régions à s'être investie sur le sujet. Pouvez-vous nous expliquer comment cela se matérialise concrètement pour les entreprises du territoire? Oui, bonjour. Donc, effectivement, je suis chargée de mission RSE au Conseil régional Bourgogne-Franche-Comté. Donc, je m'occupe de tout le suivi des projets et des événements en lien avec le réseau RSE qui a été créé donc en novembre 2017. Donc, ça fera 2 ans et demi bientôt. Et ce réseau est constitué d'une vingtaine de partenaires, des généralistes, des spécialistes sur tous les leviers de la RSE. Donc, sur le levier accompagnement dans une stratégie RSE, nous travaillons avec 2 associations qui sont très engagées et qui ont organisé dès 2011 des colloques RSE en Bourgogne-Franche-Comté. Donc, il s'agit de France Qualité Performance sur le territoire de la Bourgogne et du mouvement français pour la qualité sur le territoire franc-comtois. Ces 2 structures travaillent en étroite collaboration pour proposer des offres de services à toutes les entreprises. Donc effectivement, nous avons aussi des experts spécialistes. Donc je pense par exemple sur le volet social à l'ARACT, qui est l'association régionale d'amélioration des conditions de travail dans les organisations et qui va travailler sur tous les sujets du dialogue social, de la qualité de vie au travail, de l'anticipation des risques psychosociaux, de l'innovation sociale. On a également des structures comme FET, Femmes, Égalité, Emploi, qui va travailler sur tous les sujets de l'égalité femmes-hommes dans les entreprises de plus de 50 salariés. Donc effectivement, ce réseau diffuse un certain nombre d'offres de services et propose des animations tant au travers d'événements que sur les territoires. On est à 130 animations sur les territoires en 2 ans. Est-ce que vous souhaitez que je poursuive la description ou bien Non, plus sur la partie en effet des actions véritablement mises en place par le Conseil. Ça me semble intéressant pour nos différents participants. Oui. Alors donc en fait, nous sommes fixés comme objectif collectivement, bien sûr de sensibiliser les entreprises à ce nouveau modèle de développement et de diffuser cette culture RSE dans les entreprises et également d'accompagner les entreprises dans une conduite de changement et de les outiller, de leur donner en fait
éléments de bonne pratique pour voilà, en faire des entreprises à stratégie responsable et durable. Et donc, nos objectifs opérationnels sont effectivement de sensibiliser à l'impact des activités des entreprises sur l'environnement, de lutter contre les inégalités sociales, d'accompagner les entreprises dans une stratégie RSE responsable et durable. On a, voilà, tous ensemble, avec ces 20 partenaires, on a vraiment créé une belle dynamique collective depuis 2 ans et on a pu sensibiliser plus de 10 000 citoyens à la RSE, plus de 1700 entreprises donc, sur les 2 dernières années, et on a accompagné plus de 500 entreprises, dont 70 sur l'accompagnement à la stratégie, dans une stratégie RSE. Il y a une vraie belle dynamique de ce réseau. Et voilà, l'idée, c'est de vraiment d'amplifier les accompagnements et d'apporter des repères, des bonnes pratiques, des outils, une méthode de travail pour que les entreprises puissent vraiment s'éprouver. Est-ce que vous voulez que l'on vous donne un exemple concret d'accompagnement? Ça pourrait peut-être intéresser les participants. Avec grand plaisir, oui. Il nous reste quelques minutes, donc ce sera en effet très bien. Alors, je suis avec une de mes partenaires de France Qualité Performance. Nous assistons ensemble à cette conférence et elle pourrait témoigner en fait sur l'accompagnement qui a été réalisé par exemple dans une entreprise du secteur numérique qui est l'entreprise Proxival située en Saône-et-Loire. Je vais lui laisser la parole 2-3 petites minutes parce que je pense que c'est vraiment intéressant d'avoir un cas concret d'accompagnement. Merci. Oui, bonjour Corinne Strauss. Donc moi je représente l'association France Qualité Performance Bourgogne-Franche-Comté. Effectivement, donc depuis plusieurs années, depuis 2011, on travaille sur le sujet de la RSE et l'accompagnement de Proxival, ça peut être un bel exemple voilà, pour cette conférence. Proxival, c'est une entreprise d'infogérance qui est basée à côté de Mâcon. Leur stratégie RSE, elle est complète sur tous les sujets, que ce soit les sujets économiques en lien avec les clients et les utilisateurs, que ce soit donc sur les aspects environnementaux, avec la mise en place de tout un tas d'actions donc exemplaires sur la gestion globale donc des impacts environnementaux de l'entreprise, et puis un aspect social. Tout à l'heure donc le monsieur de France Stratégie parlait d'aspect social comme plus en direction des salariés. Il y a un véritable management donc participatif, inclusif, voilà, qui s'est mis en place dans l'entreprise depuis plusieurs années, et on a eu la chance de pouvoir accompagner en partie donc cette entreprise avec notamment donc un travail sur un référentiel spécifique de la RSE qui est le modèle EFQM ou entreprise numérique responsable. Voilà, je ne sais pas si vous voulez avoir d'autres informations. Non, c'est parfait. On laissera les différents participants poser d'éventuelles questions par la suite. Pascal Paré, si vous me permettez, excusez-moi, je voulais juste ajouter en fait que la région Bourgogne-Franche-Comté finance à hauteur de 50%, de 50 à 70% selon le projet, les diagnostics et accompagnement d'entreprises. Donc je pense que c'est important de le spécifier. Et puis nous organisons aussi des actions de sensibilisation et de valorisation de démarches RSE dans les entreprises, pardon. Donc je pense voilà qu'il est important voilà, de dire aux entreprises qu'elles ont la possibilité d'avoir un financement à hauteur de 50% minimum de la région pour rentrer dans cette démarche et être accompagnées dans cette démarche. Merci Delphine. Merci à toutes les deux. Pascal Paré, vous êtes directeur conseil au sein de Neos SDI, à ce titre accompagnez les entreprises dans leur transformation numérique. PCA, démarche sécurité, numérique responsable, ce sont des termes qui deviennent le quotidien des DSI. Pouvez-vous nous expliquer concrètement quels changements vous avez pu observer ces derniers mois et leur place dans la RSE?
Alors d'abord, bonjour à tout le monde. Enfin, merci Delphine et Aurélia de m'accueillir. Donc, on m'a demandé effectivement d'évoquer le numérique responsable. En fait, enfin, pour être exact, je crois qu'on m'a plutôt présenté les choses comme une question, est-ce que le numérique est responsable? Alors, c'est intéressant, je trouve, parce que ça dit en fait deux choses. On se pose la question, donc la réponse, elle va pas forcément de soi. Et effectivement, Aurélia, vous l'avez dit, Gilles, vous l'avez dit, la question, elle revient de plus en plus souvent. Et ensuite, si on se pose la question, c'est qu'il y aurait des signes qui donneraient à penser que le numérique pourrait ne pas être responsable. Donc, si on creuse un peu, c'est responsable de quoi et envers qui? Alors, j'ai cherché des éléments concrets, en fait, pour commencer à cerner le sujet. Enfin, quels sont les domaines qui pourraient être impactés par des comportements qui sont jugés irresponsables autour du numérique? Et j'ai trouvé de nombreuses choses. Gilles l'a évoqué, l'empreinte du numérique à l'échelle mondiale, c'est équivalent à 2 ou 3 fois la France en termes d'émissions de gaz à effet de serre. C'est la même chose que l'aviation civile. Donc il y a de quoi parler, et on en parle assez souvent, d'un 7e continent du numérique. Donc premier point, il y aurait une responsabilité en fait du numérique vis-à-vis de l'environnement. Autre élément, plus de 70% des déchets d'équipements électriques et électroniques, les D3E, font l'objet d'un trafic mondial. Il y aurait donc une responsabilité sociétale. Autre élément, 80% des entreprises qui ont perdu leurs données informatiques ont fait faillite dans les 12 derniers mois. Gilles évoquait l'importance des données, on est là-dedans. Donc il y aurait une responsabilité économique. Élément supplémentaire et non des moindres, prenons l'exemple d'un pays démocratique dont le président aurait été aidé en fait lors de son élection par des manipulations de réseaux sociaux. Est-ce qu'on peut encore parler de démocratie en fait si les électeurs sont manipulés? Il y aurait donc une responsabilité aussi vis-à-vis de nos fonctionnements démocratiques. Et on peut dans la même veine évoquer le sujet de la souveraineté des données et de leur accès par exemple au travers de législations comme le Cloud Act. Alors, la liste, elle n'est pas exhaustive. On pourrait ajouter l'impact des cyberattaques sur les entreprises ou les individus et l'utilisation de ces cyberattaques pour financer des réseaux mafieux, l'incapacité de certains directeurs informatiques à fournir aux collaborateurs un environnement de travail sécurisé en période de confinement, par exemple, et le flou, là aussi, Gilles l'a évoqué, sur tout ce qui est contrôle et éthique de l'IA. Donc, on n'est pas forcément très loin de Skynet et des robots tueurs. Autre élément, la difficulté pour une partie de la population d'accéder au numérique, que ce soit par manque de connaissances, de moyens ou à cause de handicap. Alors, oui, se poser la question du numérique responsable, c'est d'actualité. Ce qui serait irresponsable, c'est de ne pas l'évoquer. Et à l'heure où le numérique va prendre des décisions à notre place, la question de sa responsabilité, de son éthique est même centrale. Alors, c'est encore plus évident si on considère le développement de l'intelligence artificielle, des objets connectés qui vont être d'importants facteurs d'accélération de l'évolution des usages du numérique. Alors, c'est cette vitesse des innovations et son accélération qui rend urgent le fait de se poser la question si on ne veut pas se faire dépasser. Sinon, ça risque d'être un peu le syndrome de Frankenstein, mais là, il n'est pas certain que le monstre pris de remords aille s'immoler par le feu. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce qu'on est condamné par avance? Est-ce que nous, les informaticiens, en fait, on est des fossoyeurs en col blanc d'un monde à la dérive? Alors, pas forcément. La bonne nouvelle, c'est qu'on peut concilier responsabilité et numérique en adoptant des bonnes pratiques qui sont finalement souvent frappées du sceau du bon sens. Alors, je vous propose de voir maintenant justement comment il peut être possible de s'organiser pour mettre en place une politique du numérique responsable et quels sont les outils et les référentiels qui peuvent nous aider dans cette démarche. Alors, on pourrait segmenter ces bonnes pratiques de la façon suivante et on verra après comment créer une dynamique au sein de l'entreprise pour les identifier, les formaliser et les appliquer. Alors, la responsabilité du numérique vis-à-vis de l'environnement. Donc, il s'agit de déterminer déjà quelles sont les différentes sources d'impact sur l'environnement et d'analyser au cas par cas comment les réduire. Alors, ça peut être en travaillant sur les cycles de vie des matériels, des ordinateurs, des smartphones, pour évidemment allonger la durée de vie, favoriser le recyclage, éviter les renouvellements inutiles. Ça peut être d'optimiser la consommation électrique des ordinateurs via une gestion intelligente des mises en veille.
ça peut être de rationaliser le cycle de vie de la donnée en supprimant ce qui n'a plus d'utilité. Gilles l'a évoqué aussi, hein, c'est pas parce que c'est numérique que c'est green, et c'est pas parce qu'on voit pas les choses que finalement il n'y a pas d'impact. Et il y a un gros impact de la donnée, en fait, et de sa conservation sur l'environnement. Ça peut être en développant une politique responsable des impressions. Ça peut être d'appliquer une politique sélective sur l'achat des matériels. Il y a une kyrielle de labels qui permettent de valider le fait, si on les utilise correctement, en fait, que les achats sont éco-responsables. Bref, c'est en adoptant une certaine sobriété numérique ou frugalité numérique qui est absolument pas en contradiction avec les effets bénéfiques que peut apporter le développement du digital. Alors, autre point important, la responsabilité du numérique vis-à-vis de l'usage des données personnelles et plus globalement de la sécurité et de la gouvernance des données. Alors, les données personnelles, elles sont partout, ça va aller en s'amplifiant, autant en quantité qu'en termes de sensibilité des données qui sont échangées et stockées. Donc, il va être nécessaire de réfléchir à l'utilisation qui va en être faite, la manière dont elles sont sécurisées, la connaissance qu'a la personne concernée des traitements qui vont être associés. Et là, on peut rebondir sur les discussions qu'on a eues, par exemple, et qui ont eu lieu à l'Assemblée autour de l'application Stop Covid, qui sont extrêmement éclairantes, à la fois sur l'intérêt d'utiliser ces données et sur les risques d'utiliser ces données. Alors, heureusement, il y a des outils et des référentiels qui peuvent nous aider à identifier les bonnes pratiques. La loi, bah oui, les exigences RGPD, des normes autour de la sécurité comme ISO 27001. On a la chance en France d'avoir des agences qui produisent du contenu de qualité. Par exemple, l'Agence nationale pour la sécurité des systèmes d'information, l'ANSSI, les préconisations de l'ACNIL, il y a des réglementations sectorielles aussi, enfin tout existe, la difficulté souvent c'est plutôt dans l'exécution. Alors, ce qu'il faut, c'est travailler sérieusement ces sujets en formalisant les principes de gouvernance des données, et c'est aussi en complément d'adopter une attitude responsable vis-à-vis du numérique, c'est ce qui va permettre d'accroître la confiance que le consommateur ou l'usager va avoir dans l'organisation. Donc c'est forcément vertueux et ce sera nécessaire à terme. Donc, c'est un sujet qu'il faut adresser dans l'organisation, dans un mode transverse, en mêlant les juristes, le RH et l'organisation de l'entreprise. Autre point important, la responsabilité du numérique vis-à-vis de la résilience de l'entreprise. Alors, c'est un lieu commun de dire que le numérique est désormais un des organes vitaux de l'entreprise. C'est forcément à pondérer en fonction du secteur, mais en tout cas, c'est une réalité. Donc, être en capacité d'assurer la continuité de l'activité de l'entreprise ou de l'organisation en cas de sinistre, c'est une condition de survie. Il y a tout un tas d'incertitudes à venir sur les risques climatiques, des rebonds de pandémie, des cyberattaques ou autres qui vont encore renforcer cette nécessité de résilience vis-à-vis du système d'information. Donc, l'organiser, ça fait partie de la responsabilité du dirigeant de l'entreprise ou plus largement de n'importe quelle organisation. Et là encore, la crise du Covid l'a magistralement illustré, malheureusement, mais les entreprises qui n'ont pas fait preuve de cette résilience ont limité les dégâts. Alors, comment faire? Alors, on peut se poser la question, c'est ce qu'on appelle effectivement, Aurélia l'a évoqué, un plan de continuité d'activité, c'est décliner sa composante numérique, isoler les applications matérielles ou services critiques, et puis soit tantôt assurer une redondance des matériels, tantôt avoir des processus de repli en cas de sinistre, ou adapter son système d'information de façon à couvrir des risques qu'on aura préalablement identifiés. Un autre point extrêmement important, c'est la responsabilité vis-à-vis de l'intelligence artificielle. Alors, le temps manque pour traiter vraiment sérieusement du sujet, mais il sera certainement majeur dans les prochaines années. On parle souvent de la décision des algorithmes quand on évoque l'IA. En fait, c'est quand même un biais un peu facile, parce que les algorithmes, ils ne sont que la possibilité de déléguer une décision à une machine. Et là, on a deux façons en fait de déléguer cette prise de décision. Soit c'est en fonction de critères qui sont maîtrisés, et là, sous réserve de contrôler en fait ces critères, la question qui se pose est celle de l'automatisation et l'accélération de certaines tâches, un peu comme ce fut le cas pendant la révolution industrielle. Le sujet dans ce cas-là, il est complexe, mais il est relativement borné. Et puis, on a l'autre cas, qui sont des décisions qui sont prises en fonction de critères qui nous échappent et que l'IA aura déterminé par son propre apprentissage. Et là, c'est un tout autre sujet, c'est plus de la délégation, mais finalement une forme de déresponsabilisation. Donc, il est vraiment de la responsabilité des acteurs du numérique de faire montre de pédagogie sur l'IA
et de s'allier au reste de la société pour travailler à une éthique autour de l'élaboration des critères de décision. C'est la science disant ce que l'on peut faire et l'éthique ce que l'on doit faire. Donc la liste de ces réflexions, elle n'est évidemment pas exhaustive, hein, elle permet mais quand même de dessiner les contours d'une approche globale du sujet. Et pour que cette approche donne des résultats concrets, cette démarche, elle doit être promue, pour ne pas dire sponsorisée, par la direction de l'entreprise, et ça doit refléter une véritable volonté des dirigeants de cette entreprise. C'est être le fruit d'une démarche transverse qu'implique tous les services de l'entreprise, et vraiment être centré sur les usages pour ne pas décorréler l'intention et la réalité opérationnelle du terrain. Donc, en conclusion, hein, l'imprégnation profonde du numérique au sens large dans notre société et notre vie quotidienne, de toute façon, elle est certainement irréversible. Et ce qui peut paraître contradictoire, c'est qu'il y a des investissements qui sont gigantesques et qui sont concédés par les acteurs du marché dans la recherche, CF, les GAFAM, mais finalement, il y a assez peu de choses qui sont faites pour en évaluer les impacts, les risques, et pour encadrer le développement dans un cadre de responsabilité sociale. Donc, dans ce contexte, la responsabilité au niveau d'une organisation ou d'une entreprise, elle va consister, à mon sens, à se poser les questions qu'on a soulevées et mettre en place et appliquer une gouvernance vertueuse, pragmatique, rigoureuse du numérique. Et c'est autant la question centrale de responsabilité sociétale de l'entreprise qui se pose, finalement, que celle de sa résilience face au monde actuel. Merci beaucoup, Pascal. Valérie Auchard, vous accompagnez depuis plusieurs années les entreprises du territoire, TPE, PME, ETI, dans leur démarche RSE. Nous en parlions lors de la préparation de cette table ronde. On s'imagine souvent que c'est une démarche chronophage, administrative, réservée aux grosses structures. La réalité est bien différente. Pouvez-vous nous expliquer ? Oui, merci Aurélia. Bonjour à tous. Peut-être préciser un point au préalable par rapport à la perception que c'est une démarche réservée aux grosses structures. Voilà, merci. Et rappeler qu'il y a aujourd'hui une obligation légale pour les entreprises de plus de 500 salariés, 100 millions de chiffre d'affaires, et sous certaines conditions pour celles de plus de 250 salariés, 40 millions de chiffre d'affaires et ou 20 millions de bilan, de produire annuellement, vous parliez tout à l'heure Aurélia de valorisation extra-financière de ce qui est fait dans le cadre de la démarche RSE, de produire annuellement ce qu'on appelle une déclaration de performance extra-financière, qui est un document qui doit respecter un cadre méthodologique précis, mais surtout qui doit contenir des informations sociales, sociétales, environnementales qui sont pertinentes, et des indicateurs. On a parlé à plusieurs reprises déjà aussi des indicateurs de mesure, de pilotage de la démarche, de manière à couvrir un certain nombre de sujets. Et cette obligation, elle ne porte pas à proprement parler sur le fait d'avoir une démarche, mais elle est bien sûr incitatrice pour les entreprises puisqu'elle les oblige à communiquer sur leurs principaux risques sociaux, encore une fois, sociétaux et environnementaux. Et c'est ce qui renvoie un petit peu l'idée, puisque ce sont celles finalement peut-être qui en parlent le plus, que ce sont les plus grosses entreprises qui sont impliquées dans la démarche et que la démarche leur est réservée. Pour autant, je crois qu'il faut rappeler et redire que c'est bien une démarche volontaire. L'un de vous vient de rappeler que la question de la RSE et de la responsabilité de l'entreprise dans une démarche de ce dont on parle, suppose qu'on est déjà en conformité avec ces obligations réglementaires. Donc c'est bien une démarche volontaire, une démarche d'amélioration continue. Et finalement, avec ces deux mots ou ces deux expressions, volontaire, amélioration continue, tout est dit, ça pose le cadre que chaque entreprise peut choisir ou non d'entrer dans une démarche RSE, et qu'elle peut le faire, et ça je pense que c'est un point important pour les plus petites entreprises, qu'elle peut le faire à son rythme, avec ses contraintes, contraintes d'organisation, contraintes de ressources, contraintes de territoire qui offrent des opportunités différentes, avec ses contraintes et en définissant des engagements de progrès qui lui sont propres. C'est pas une question de taille, c'est pas une question de secteur. L'un d'entre vous, Gilles, je crois, évoquait tout à l'heure les déclinaisons sectorielles qui sont en train d'émerger pour accompagner les entreprises. Donc, ce n'est pas une question de taille ni de secteur, c'est plutôt une question de conviction, une question de motivation et une question d'opportunité, mais dans le sens noble de l'opportunité.
par exemple, les 2 plus petites entreprises que j'ai accompagnées avaient respectivement 5 et 6 salariés, secteur des services, formation pour l'une, communication par l'objet pour l'autre, et pour autant, elles étaient à la fois très engagées et très à même de mettre en place un certain nombre d'actions. Et je crois effectivement que les TPE et les PME ont des vrais atouts pour mettre en place une démarche RSE parce que ce sont des entreprises qui sont flexibles, qui sont souvent très ouvertes, très curieuses et qui sont inscrites dans une démarche d'innovation. Mais pour autant, si l'entreprise veut vraiment jouer cette carte de l'amélioration continue et de la performance, il y a aussi derrière une question de structuration de la démarche autour d'enjeux qui sont pertinents par rapport à l'entreprise. Et là, ça rejoint pertinent par rapport à son secteur, à sa taille, etc. Et une question d'implication des parties prenantes, on en a parlé tout à l'heure. Alors, pour reprendre votre question, hein, ceci étant posé, pour répondre à votre question, c'est vrai que les entreprises, et peut-être davantage les TPE et les PME, ont souvent des réserves par rapport à la démarche RSE. D'abord parce que, vous l'avez rappelé, la démarche paraît complexe. Alors, elle paraît complexe d'abord par sa transversalité. Pascal vient de le rappeler, ça a été dit, il y a 3 piliers. Il y a, si on se réfère à la norme ISO 26000 qui sert de cadre de référence, il y a 7 thématiques qui s'articulent entre elles dans une démarche vraiment tout à fait transversale. Une définition, alors une, puisque Gilles nous rappelait tout à l'heure qu'il y a autant de définitions que d'acteurs, une définition, je vous l'ai remise, un petit peu complexe aussi, des critères qui ne sont pas forcément aussi précis que dans d'autres démarches d'amélioration continue. J'évoquais juste à l'instant la norme ISO 26000 qui sert de cadre de référence. C'est une norme qui est non certifiable et qui contient surtout des lignes directrices, des principes de comportement, mais pas vraiment une liste de critères. Et ça peut paraître un petit peu compliqué effectivement pour les entreprises. Et l'impression de complexité, on observe dans les petites TPE-PME, est souvent liée à une forme de peur de ne pas être à la hauteur. Et c'est assez curieux parce que quand on travaille ensemble avec ces mêmes entreprises qui trouvent ça complexe, qui ont peur de ne pas être à la hauteur, quand on travaille avec ces entreprises pour définir leur politique RSE, pour structurer la démarche, pour préparer les entreprises à un audit qui peut être physique ou documentaire, de labellisation ou de notation, pour répondre parfois aussi à des questionnaires d'évaluation dans le cadre de procédures de référencement, on voit très vite qu'il y a plein de choses qui sont faites dans ces entreprises, que ce soit sur la qualité de vie au travail, sur la sélection des fournisseurs, plutôt en local, sur une approche partenariale avec une implication sur le territoire pour partager le savoir-faire, pour être dans des cercles ou des groupes d'entreprises autour de l'innovation, sur des sujets comme le recyclage, la revalorisation des déchets, l'éco-conception. On voit que les entreprises TPE, PME font déjà plein de choses et que ces choses-là, elles sont faites de manière très naturelle parce que c'est dans les valeurs du dirigeant, c'est dans l'ADN de l'entreprise. Et bien souvent, ces mêmes choses, qui sont ce qu'on peut appeler des bonnes pratiques, ne sont pas valorisées justement parce qu'elles semblent naturelles. Et elles ne sont aussi souvent pas mises en cohérence les unes avec les autres parce que chacun a ses convictions, met en place des choses sans que ça ne s'inscrive réellement dans une démarche structurée. Et c'est là où il y a peut-être une vraie difficulté parce qu'en fait, les études, celles de France Stratégie notamment, montrent toutes que la démarche est vraiment une source de performance, vraiment un levier de transformation si elle est structurée et si elle est inscrite dans la stratégie d'entreprise. On vient d'en parler à 2 reprises. Il y a un des 7 thèmes qui est celui de la gouvernance de la démarche et il faut vraiment que la RSE soit vue non pas comme un projet à part, comme une petite action complémentaire, mais bien comme un axe de la stratégie globale de l'entreprise. L'autre point qui répond à votre question aussi, c'est l'idée que la complexité, renvoie assez naturellement à l'idée d'une charge de travail supplémentaire. Alors moi, j'aime à dire à mes
clients pour les rassurer un petit peu qu'il ne s'agit pas nécessairement de faire plus de choses, mais plutôt de les faire autrement et d'essayer de réinterroger ces pratiques, d'introduire de nouveaux questionnements, de nouveaux critères de choix. Pour autant, je viens de rappeler, en m'appuyant sur des retours d'études, l'importance de la structuration de la démarche. Et ce qui est vrai, c'est que dans les TPE, PME, peut-être plus que dans d'autres types de structures plus grosses, il y a souvent un travail de formalisation et de systématisation des pratiques à mettre en place et à effectuer. Et c'est vraiment un travail qui est nécessaire pour inscrire la démarche dans les pratiques de l'entreprise, dans tous les services de l'entreprise, à tous les échelons de l'entreprise et pour pouvoir la valoriser. Mais encore une fois, ce travail un petit peu de formalisation, alors que vous avez appelé, Aurélia, administrative, hein, une charge comme une charge administrative, c'est pas quelque chose qu'il faut voir comme une contrainte. Parce que comme on a posé qu'on est dans une démarche volontaire d'amélioration continue, ce qu'il faut surtout retenir, c'est que chaque entreprise peut le faire à son rythme, en fonction de son niveau de maturité sur le sujet, de ses objectifs, des sujets qu'elle a priorisés, et c'est à elle de définir son plan d'action pour avancer sur le sujet. Un autre point peut-être pour lequel on peut apporter des éléments positifs, c'est les réserves qu'ont les entreprises et en particulier les petites, c'est que la démarche a un coût. Alors, tout est lié hein, d'une certaine façon. Si vous avez plus de charges, etc., il y a forcément des coûts supplémentaires et on ne peut pas nier que selon ce que vous choisissez de mettre en place dans l'entreprise, acheter un produit avec un label ou assimilé va être plus cher. C'est pas toujours vrai et là encore, je crois qu'il faut vraiment voir la démarche de manière globale et être avant tout dans une logique d'investissement. On pourrait multiplier les exemples, mais souvent l'entreprise a des coûts cachés, des coûts mal évalués et on s'aperçoit qu'une nouvelle ligne de dépenses va réduire d'autres coûts par ailleurs. Je peux prendre deux exemples. Quand vous mettez en place du coaching sportif pour les salariés, alors beaucoup d'entreprises le font parce que le sport a des vertus en termes de productivité, etc. Là, je vais juste prendre l'exemple par rapport à du coaching sportif qui est proposé aux salariés dans le cadre de préparation physique avant la prise de poste. Quand vous financez pour vos salariés ce type d'activité, vous réduisez forcément, par voie de conséquence, le risque d'accident, le taux d'absentéisme, etc. Donc, ce n'est pas une ligne de coût à proprement parler, c'est une ligne de coût associée à des bénéfices par ailleurs. On pourrait multiplier les exemples hein, sur les aspects environnementaux ou autres. Il y a plein de leviers à activer finalement pour compenser une dépense par un gain. Je pense à un autre cas, un groupe d'entreprises, secteur du champagne avec lequel j'ai travaillé, qui a fait le choix d'acheter de l'énergie verte, mais dans le cadre d'achats groupés, et qui, tout en prenant de l'énergie verte, a réduit sa facture d'énergie de 14%. Donc en fait, il faut bien voir les passerelles et puis la transversalité de la démarche, et on s'aperçoit effectivement que c'est plutôt un investissement et plutôt un investissement avec bien le retour sur investissement. Valérie, je pense qu'on peut parler en effet déficit budgétaire sur ce point. Pardon, je n'ai pas tout à fait bien entendu. On peut parler en effet d'efficience budgétaire, c'est un coût en effet plus important au tout départ, mais ça minore le coût en effet sur la durée. Et parfois, il n'y a même pas de coût au départ. Je pense à un autre exemple, un client qui est torréfacteur de café et qui a géré un volume considérable de sacs en toile de jute dans lequel il achète son café. Et ça représentait un coût pour lui puisqu'il les mettait dans une benne et il payait pour l'enlèvement de la benne. Et il a fait un partenariat avec une association locale à qui il vend pour une somme assez dérisoire, quelque chose comme 1,50 € la tonne, les sacs de toile de jute. Mais c'est cette association qui, elle, les revalorise, les utilise comme une matière première, qui vient lui enlever les bennes. Donc finalement, il gagne un tout petit peu d'argent sur la vente d'un déchet pour lui,
et il n'a plus la ligne de dépense pour l'enlèvement des bennes. Donc, en fait, il y a plein de pistes, il y a plein d'actions possibles qui montrent qu'effectivement, ça n'est pas forcément avec des surcoûts ou des dépenses supplémentaires. Mais donc, c'est vrai que je crois que, alors, l'une d'entre vous a dit RSE, responsabilité sociale des entreprises ou responsabilité sociétale, les deux sont justes. Moi, j'ai une préférence pour sociétale parce que je trouve que ça inscrit plus l'entreprise dans son territoire avec des dynamiques. Mais une autre traduction qu'on voit de temps en temps et que je trouve assez juste, c'est aussi de redonner du sens à l'entreprise. L'acronyme se prête à traduire RSE par redonner du sens à l'entreprise. Et c'est vrai que même s'il y a des TPE, PME surtout qui voient la RSE comme une contrainte, parce qu'il y a de nouvelles exigences clients, parce que les consommateurs sont de plus en plus avertis et exigeants eux aussi, les entreprises du coup voient la RSE comme une sorte de passage obligé pour ne pas perdre de marché. Donc, ils sont dans ces cas-là plutôt dans une démarche passive ou réactive en essayant de réduire des risques. Je crois qu'il faut surtout voir la démarche comme une opportunité de valoriser ce qui est déjà fait, puisque très clairement, c'est dans les TPE, PME qu'on voit le plus d'actions, de tentatives de prendre... de sortir du cadre finalement, d'aller plus loin. Donc je pense qu'il faut vraiment voir la démarche comme une opportunité de valoriser ce qui est déjà fait, d'aller plus loin dans la démarche, de remettre en cause ces pratiques. Et si on fait ça, je crois que c'est vraiment une stratégie qui est gagnante-gagnante pour tout le monde. Pour les salariés dont on entend dire, on lit, on l'a vu encore récemment, qu'ils sont de plus en plus en recherche de sens, hein, ils veulent un job qui a du sens, une entreprise qui a des valeurs. Bon, il faut être à même de répondre à ça. Pour les partenaires d'affaires aussi, on a vu, hein, moi j'ai des clients qui avaient des relations avec leurs fournisseurs qui se passaient plutôt bien et qui, dans le contexte récent de la crise, se sont rendus compte que finalement, pour ne pas les avoir challengés sur certains sujets, certains ont eu des mauvaises pratiques dans le cadre de la crise et la relation va s'arrêter. Donc c'est aussi construire une relation durable, partenariale avec les acteurs avec lesquels on travaille, les acteurs de son écosystème. Et de ce point de vue, c'est vraiment un levier de performance et de transformation. Et enfin, je crois que ça ne doit pas faire peur aux petites TPE, PME. Au contraire, je pense qu'elles ont toutes les armes, avec la petite difficulté réelle de devoir formaliser, mais elles ont toutes les armes. Et je crois qu'on peut redire ce que Gilles a mentionné tout à l'heure. Valérie, nous allons devoir terminer, oui, parce qu'il nous faut du temps pour les questions-réponses. Oui, juste redire en fait que des études très récentes commencent à confirmer que les entreprises qui sont engagées dans la démarche RSE sont celles qui sont les plus résilientes, y compris les plus résilientes à la crise actuelle. Donc je crois qu'il faut vraiment voir ça comme une opportunité. Juste une petite remarque, Aurélia, entre les deux, pour Valérie, d'une des participantes. Vous ne citez pas la conception des services comme piste responsable. En concevant avec l'utilisateur, en partageant le code, nous avons mis en place ces bonnes pratiques en interne et avec nos parties prenantes. Ce sont des gains utiles, non? La question est pour moi? Oui. Oui, j'ai essayé de citer quelques exemples. Je crois avoir dit rapidement éco-conception. C'est vrai que tout ce qui est éco-conception des produits et des services fait dans une approche dialogue avec les parties prenantes est quelque chose de positif et de bénéfique. Effectivement, c'est une voie, y compris dans les activités de service d'ailleurs. Et pour rejoindre la question du numérique, y compris dans tout ce qui est digitalisation, etc. D'accord, merci bien. Du coup, Aurélia, je te repasse la parole et après, il y aura d'autres questions pour les autres intervenants. Merci Delphine. Ma dernière intervention pour le BFC numérique était sur la marque employeur et au final, ce sont deux sujets intimement liés. La démarche RSE est en effet une affaire collective. Nous sommes tous, en interne comme en externe, un représentant de l'entreprise, un ambassadeur comme nous entendons désormais.
Notre comportement individuel, quel que soit notre rôle, peut renforcer l'image de l'entreprise, positivement comme négativement. Ce qui a le plus changé depuis 10 ans, c'est l'inversion des rôles et je le vois quotidiennement en tant que DRH. Armé de Twitter, un usager ou un ancien salarié peut aujourd'hui détruire la réputation d'une entreprise. Le pouvoir a changé de camp. Or, en revalorisant le rôle de chacun dans l'organisation qu'est l'entreprise et le rôle de l'entreprise dans son écosystème, je pense qu'il est possible de redonner du sens au travail et à l'entreprise sa place dans la société. La soif d'implication des salariés est en effet un terreau fertile que nous, RH, dirigeants d'entreprise, nous devons utiliser. À l'heure de la construction du monde d'après, ou tout au moins sa réflexion, accompagner les entreprises dans un modèle de gouvernance plus responsable et plus équitable, ce n'est plus une utopie, c'est une nécessité. La finalité de l'entreprise devient ainsi le pourquoi, son métier le quoi, la stratégie va alors constituer le comment, le chemin qu'elle va adopter parmi ceux qui sont envisageables. Et nous espérons à travers cette table ronde vous avoir donné l'envie de vous lancer dans cette belle aventure. Merci beaucoup Aurélia. Du coup, on va effectivement passer sur quelques questions. Donc, il y a une première question pour Patricia. Au niveau de la région, donc il existe certaines régions qui subventionnent donc la labellisation d'entreprises en matière de RSE. Est-ce que c'est le cas? Donc vous l'avez évoqué un petit peu tout à l'heure, mais est-ce que vous pouvez revenir un petit peu dessus et expliquer où est-ce que l'on peut se renseigner, auprès de qui il faut s'adresser? Alors, on a été contacté à plusieurs reprises par des entreprises qui devaient en fait faire des évaluations EcoVadis. Et donc, il se trouve que nos deux interlocuteurs, France Qualité Performance et le Mouvement français pour la qualité, donc intègrent dans leur accompagnement toute une analyse et un travail autour de la définition d'indicateurs pour répondre à ces évaluations EcoVadis. Donc, je peux peut-être donner la parole à ma partenaire Corinne Strauss qui peut témoigner notamment sur le cas d'une entreprise, des laboratoires Abia qui avait été accompagnés jusqu'à la réponse dans les évaluations EcoVadis et qui s'en est très très bien tiré. Oui, à nouveau Corinne, donc c'est vrai que EcoVadis c'est un exemple, mais les autres moyens de reconnaissance donc de la RSE, souvent exigés par les marchés, par les grands donneurs d'ordre. Donc voilà, on peut accompagner sur les différents labels ou moyens de reconnaissance. Chez Abia, effectivement, donc le besoin il est devenu urgent pour l'entreprise qui fait 20 salariés, donc et qui a eu besoin de réponse à un grand donneur d'ordre sur sa responsabilité sociétale. L'objectif pour l'accompagnement que l'on a eu avec l'entreprise, ça a été de partir du point de départ, de l'état des lieux, donc voilà, de l'entreprise sur les différents sujets de la RSE et d'aller sur des sujets qui n'avaient pas encore été complètement abordés de manière structurée, par exemple, donc structurer une méthode d'achat responsable, mettre en place donc une charte éthique, voilà des choses sur lesquelles donc il n'y avait pas eu de formalisation. Et notre rôle au sein donc de FQP-MFQ, c'est vraiment de partir du point de départ de l'entreprise et de proposer des actions à la carte qui répondent spécifiquement aux besoins donc de chacune des entreprises. Donc voilà, c'est la manière dont on procède. Donc voilà sur le territoire, et, souvent en lien avec les partenaires locaux donc du réseau. On parlait d'éco-innovation donc tout à l'heure. Le rôle du réseau globalement, c'est d'accompagner les entreprises sur tous les sujets sur lesquels ils ont besoin de bosser. Donc, voilà, alors du coup, il y a un des participants qui demande si oui, pardon. Ah, on vous entend. Oui, donc cette entreprise avait réussi à obtenir une évaluation de 75% grâce à l'action de France Qualité Performance qui les a accompagnés dans la réponse aux évaluations EcoVadis. Donc, si vous voulez, en termes de financement apporté aux entreprises sur les labellisations, donc la région en fait finance tout ce qui est diagnostic et accompagnement, mais les labellisations en fait sont plutôt autofinancées par les entreprises. Mais concernant l'accompagnement de France Qualité Performance, effectivement,
l'analyse se fait jusqu'à la réponse aux évaluations et notamment EcoVadis. D'accord. Et ça s'adresse également aux TPE? Ça s'adresse à tout type d'entreprise, effectivement. L'accompagnement est destiné vraiment à tout type d'entreprise. Très bien. Alors, maintenant, on va avoir une question. Oui. Pardon, juste pour ajouter au niveau des dispositifs régionaux, on a également des dispositifs qui permettent donc d'encourager le recrutement de cadres, développement durable, responsabilité sociétale des entreprises, recherche et développement. Donc, il s'agit d'un prêt à taux zéro donc pour encourager le recrutement de ces compétences. Et puis également des aides pour investir, pour soutenir les entreprises dans leurs projets de développement durable, de rénovation énergétique, etc. Voilà, donc la région est vraiment, soutient vraiment les TPE, PME sur tous les axes possibles. D'accord. Donc maintenant, il y a une question pour Pascal. Après donc, vos très intéressants propos sur le numérique responsable, vous vous êtes engagé dans une démarche RSE? Oui, alors il y a plusieurs choses. Au niveau de l'entreprise, on est effectivement dans une démarche RSE. Donc en fait, ces démarches de numérique responsable, c'est un des piliers ou un des axes en fait de notre démarche RSE. Et oui, alors sur le plan du numérique, nous on l'a abordé après de façon très pragmatique sur 3 volets et qui sont finalement des volets et des piliers un peu fondamentaux sur la montée en maturité digitale d'une entreprise. Ce sont les volets RGPD, sécurité et résilience du système d'information. Et ce qu'on s'est rendu compte, c'est qu'en travaillant sur ces sujets-là, on pouvait commencer à transformer des populations qui, au début, attaquent ou traitent les sujets avec un point de vue purement technique, et on les amène petit à petit à envisager, par exemple, la responsabilité du numérique sur l'environnement, et c'est plus facile, du coup, de les intégrer dans une démarche globale d'entreprise. On est sur des populations qui sont très techniques, donc c'est une façon de les amener sur d'élargir un peu le débat et de les embarquer dans la démarche globale de l'entreprise. D'accord. Et du coup, cette question maintenant s'adresse à Gilles. Est-ce que vous avez des retours sur votre étude sur les labels RSE et le taux des TPE-PME qui sont appliqués dans ces labels, sans parler du label Lucie qui leur était destiné? Alors, les labels, donc on a un groupe de travail en cours qui rendra qui va rendre sa copie, si j'ose dire, a priori en octobre. Il y a plusieurs chantiers concomitants, puisqu'il y a également une mission qui a été confiée à la députée Dubost sur le sujet. Nous, on pense au label RSE sectoriel, parce qu'on a un parti pris qui est de se dire que la fédération est la mieux placée pour animer ces travaux. Donc, les labels génériques, qui sont par exemple portés par Lucie ou par Affineur Certification ou par Bicorp, sont intéressants aussi, mais pas forcément cette articulation sectorielle. Les retours qu'on a sont, c'est difficile d'abord de vous répondre avant que tout le monde se mette d'accord sur la manière dont on interprète les données qu'on a. Ce qui est certain, c'est que c'est intéressant pour les parties prenantes, mais aussi et peut-être plus intéressant en interne, c'est-à-dire que ce sont des démarches qui organisent la démarche dans l'entreprise, peut-être même avant d'être un instrument utilisé sur les marchés. Quand je dis les marchés, ce n'est pas que les marchés biens et services consommateurs, il y a aussi le marché de l'emploi qui est très impacté par la démonstration faite de la vertu des entreprises et les marchés financiers, bien sûr. Et quand vous parlez de taux, si on doit penser le sujet en disant quelle est la part des entreprises aujourd'hui actives qui s'appuient sur une labellisation ou une évaluation, on reste quand même sur le sommet de la vertu, c'est-à-dire que ce n'est pas représentatif. Sur les millions d'entreprises françaises, on parle de quelques centaines, peut-être quelques milliers d'entreprises. Donc, on n'a pas encore irrigué l'ensemble du tissu économique français de ces labels RSE, très loin de là. D'accord. Il y a un des participants qui demandait à ce que l'on transmette le lien donc, pour retrouver l'accompagnement de la région. Donc, je vous ai mis un lien vers la plaquette de présentation et surtout vers les contacts de Patricia et de Corinne. Donc, n'hésitez pas à regarder dans le chat.
Le lien, il est sur le PowerPoint, Delphine. Il est sur oui, le oui, je l'ai PowerPoint mis que du j'avais coup, je envoyé. l'ai mis dans le chat. Et Il n'y a pas de souci. également des témoignages d'entreprises lauréates lors des trophées RSE 2018 organisés par la région, avec France Qualité Performance. Donc, effectivement, il y a à la fois des témoignages d'entreprises et l'accès aux liens sur le site du Mouvement français pour la qualité. Est-ce que je peux faire un petit commentaire additionnel? Bien sûr. Par rapport aux deux questions, en fait, pour abonder dans le sens des deux réponses de Pascal et de Gilles. Sur justement ce qui se passe sur le terrain, pour les TPE-PME par rapport à la labellisation ou à la notation. C'est vrai que un label n'est jamais une fin en soi, mais le rôle structurant de la démarche est vraiment là quand une entreprise choisit d'aller vers un label, et que ce soit, vous l'avez dit, le label Lucie. Moi, j'accompagne aussi sur PME+, qui est le label de la FEP, la Fédération des entrepreneurs et des entreprises. Et c'est vrai que ça rejoint ce que je disais tout à l'heure. Souvent, ce qu'on se rend compte quand on fait l'accompagnement des entreprises pour ça, c'est qu'il y a plein de choses qu'elles ne citent pas. Alors, il y a des choses qu'elles pourraient citer qui ne sont pas formalisées, du coup, il n'y a pas les justificatifs, mais il y a aussi plein de choses qu'elles ne citent pas. Et quand elles font le pré-audit toutes seules, elles s'auto-diagnostiquent avec une note qui est bien inférieure à ce que ça vaut. Et je crois que dans ce sens, l'accompagnement qui peut être proposé, que ce soit par la région, par des consultants indépendants, peu importe, est vraiment clé aussi dans la valorisation de ce qui est déjà fait, et puis dans la formalisation qui rejoint l'aspect structurant de la démarche. Merci beaucoup pour ce complément. Il y avait une remarque, je ne sais pas si un des intervenants du coup veut rebondir. Une personne disait que pour rappel, EcoVadis n'est pas un label mais une notation pour les donneurs d'ordre. C'est déclaratif. Oui, une notation. Oui, tout à fait. Voilà, donc ça a été remis. Alors là, vous me direz, lequel d'entre vous veut intervenir. Quels sont les indicateurs qui montrent qu'une entreprise progresse en RSE? Je ne sais pas, Valérie, est-ce que vous souhaitez… Oui, je veux bien. Du coup, des indicateurs, il y en a beaucoup. Ça peut être des indicateurs que l'entreprise suit déjà classiquement, comme le taux d'accident, le taux d'absentéisme, la quantité de déchets produits, le taux de déchets recyclés. Après, ça peut être des choses que l'entreprise va mettre en place en complément pour vraiment piloter sa démarche. Je pense que peut-être si on veut donner un lien un peu précis aux participants, se référer justement au texte de la déclaration de performance extra-financière que j'évoquais tout à l'heure, qui est certes pour les plus de 250 salariés, mais dans lequel il y a une liste d'indicateurs imposés sur lesquels communiquer, ça peut être une bonne base. Et on retrouve effectivement des indicateurs sur la consommation d'énergie, de ressources, sur l'impact en termes d'emploi, sur la sous-traitance, les fournisseurs. On retrouve toute une batterie d'indicateurs qui couvrent l'ensemble des sujets de la RSE. Ça peut être des indicateurs comme le pourcentage d'achats effectués en local. Tout dépend, en fait, il y a des indicateurs standards, je vais dire, et puis après, c'est des indicateurs plus spécifiques en fonction de ce que l'entreprise a choisi de travailler et qu'elle veut mettre en avant. D'accord. Mais dans le texte sur la déclaration de performance extra-financière, il y a toute une batterie d'indicateurs précis qui peuvent servir de cadre. D'accord. Merci beaucoup, Valérie. Gilles, je vais avoir une question pour vous. Est-ce que le service public de l'emploi a un rôle à jouer pour porter la démarche RSE auprès des entreprises? C'est une question assez ciblée. Alors, ce qui est certain, c'est que tout ce qui relève du recrutement et de l'accès à l'emploi relève de la responsabilité sociale, c'est le pilier social de la RSE. Donc, on va retrouver des
pour le coup des indicateurs, des thématiques repérées dans la DPES, enfin des indicateurs, et la possibilité de faire valoir ces performances particulières dans différents labels précis d'emploi. Je pense à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, ou à l'emploi des travailleurs handicapés, ou aux modalités de formation, aux modalités d'insertion professionnelle. Donc, bien sûr, j'ai plusieurs fois eu des échos de pratiques spécifiques territoriales portées par le service public de l'emploi. Ensuite, c'est compliqué de dire est-ce que quelqu'un a un rôle en matière de RSE, parce que le propre de la RSE est d'être forcément multipartie prenante. Donc, je partirais plutôt du principe que tout le monde est a priori concerné et engagé par la mise en œuvre de politiques de responsabilité sociétale. Dès lors qu'on est partie prenante d'une entreprise ou de plusieurs entreprises, on est forcément engagé dans un exercice de RSE, on le veuille ou non, et d'ailleurs en le sachant ou en ne le sachant pas, puisque c'est le propre de la responsabilité sociétale est d'être construit entre parties prenantes. Le service public de l'emploi est partie prenante de toutes les entreprises, donc bien sûr, il est concerné. Si ça répond à la question. Merci beaucoup Gilles. Pour les participants, donc n'hésitez pas, hein, vous avez le chat à disposition si vous avez encore des questions. Aurélia, je vais te repasser la parole. Alors, pour rebondir sur l'intervention en effet de Gilles et sur la dernière question, en effet, la partie RSE peut être pour moi le rôle des services publics de l'emploi dans leur mission d'accompagnement et de conseil auprès des entreprises. On oublie très souvent que la porte d'entrée en effet d'une démarche RSE, c'est pas uniquement sur l'image un peu marketing de l'entreprise, mais ça peut être sur comment mieux recruter, c'est-à-dire une certaine diversité en termes de profils, permettre également à des profils en reconversion d'intégrer les métiers de l'entreprise. Ça va être également une promotion de l'égalité professionnelle, parce que ça va nous permettre de faire venir des publics en effet plus féminins. Ça va être l'amélioration de l'employabilité à travers la formation, à travers la valorisation de l'expérience. Ce sont autant de démarches que l'on met en place, quelle que soit la taille de l'entreprise, et qui peuvent être en effet accompagnées par les services publics de l'emploi. Notamment sur Dijon, on travaille énormément sur des programmes de POI qui permettent en effet la formation, la reconversion et l'emploi en CDI, c'est-à-dire sur de l'emploi durable de personnes qui étaient un petit peu éloignées du métier initial de l'entreprise. Donc ce sont des démarches que l'on peut mettre en place, quelle que soit notre taille. Alors, est-ce qu'il y a... Est-ce que je peux intervenir, Delphine? Bien sûr. Parce que... Oui, donc ce que je voulais préciser, c'est qu'effectivement, la région travaille sur l'inclusion des personnes vulnérables en situation de handicap, ou bien pour aider les femmes à se reconvertir professionnellement. Et donc, elle organise différents événements, dont le forum Emploi Diversité des ressources humaines, qui a lieu tous les ans et qui permet de mettre en relation des personnes à profil variés avec des entreprises en recherche qui recherchent des candidats. Donc cet événement va avoir lieu le 19 novembre prochain à la Chambre de commerce et d'industrie à Besançon. Nous organisons également le salon Handy Market, qui permet également de valoriser les savoir-faire et compétences des entreprises adaptées et de mettre en relation les acheteurs publics et privés avec ces mêmes personnes, salariés des entreprises adaptées. Donc cet événement normalement aura lieu en novembre dans le Doubs, autour de Besançon. Et puis, on a également une offre de service qui permet aussi d'accompagner les femmes dans leur reconversion professionnelle et de les sensibiliser sur les métiers peu féminisés ou industriels. Et ce sont des événements qui s'appellent les Mix and Match, qui ont lieu généralement tous les ans. Et il est vrai en fait que ça attire pas mal de femmes qui s'intéressent de plus en plus à des métiers techniques ou industriels. Donc voilà les événements qui sont organisés par la région. Et puis concernant les événements aussi autour de l'exemplarité des entreprises dans une démarche RSE, donc nous organisons tous les ans
les trophées RSE et donc sera organisé donc le 4 février 2021 à Dijon. Et c'est un événement qui est porté par France Qualité Performance, donc et qui accueille beaucoup de participants, qui est très très bien accueilli par les entreprises. Merci beaucoup. Alors, à travers cette la thématique de l'emploi, pardon. Merci. Alors, à travers cette table ronde et la diversité des intervenants, on espère vous avoir montré que vous avez devant vous un panel d'outils, de moyens et de ressources à votre disposition, quelle que soit votre taille, quel que soit votre secteur d'activité, quel que soit votre métier. Le plus dur au final, c'est simplement le premier pas, mais il faut toujours garder en tête que c'est avant tout une démarche engageante, une démarche structurante, une démarche positive et une démarche formatrice pour l'entreprise. Merci Delphine. Alors, merci beaucoup Aurélia pour cette animation de la table ronde et puis pour le partenariat que nous apporte Neos SDI pendant tout cet événement. Fairtech se poursuit vendredi prochain à 11 h avec une table ronde sur la diversité dans les entreprises en présence de représentantes, puisque nous aurons une conférence avec que des femmes, de Microsoft, de Google, de la French Tech et également donc la dirigeante de CMV Informatics. Et puis nous aurons à ce moment-là aussi la présentation de l'étude du cabinet Deloitte sur justement l'importance de la diversité au sein des équipes. Et puis la présentation du manifeste pour la reconversion des femmes dans les métiers du numérique présenté par le Syntec. Donc n'hésitez pas, vous retrouverez toutes les informations sur notre site internet, donc à vous inscrire et également sur nos réseaux sociaux, Facebook et Twitter et LinkedIn. On reste à votre disposition. Vous avez le mail contact@bfcnumérique.fr pour pouvoir nous contacter si besoin. Et en tout cas, je vous remercie beaucoup de votre participation aujourd'hui. Je remercie les intervenants, Gilles, Patricia, Valérie et Pascal, pour la qualité de vos interventions. Et bien évidemment, donc, on est là pour répondre à vos questions et le replay sera à disposition sur notre site internet dans quelques jours sur la page de l'événement. Merci beaucoup à tous. Merci de nous avoir associés à cet événement. Un grand merci. Et merci aux participants et aux organisateurs. Eh bien, écoutez, dans les commentaires, donc bravo Fairtech, merci, très intéressant, une belle équipe RSE BFC. Sur ce, très bonne journée à tous. Au revoir. Merci beaucoup, au revoir. Au revoir.